Nous allons commencer cette journée et donc je disais, ça fait 25 ans que nous abordons des thèmes qui concernent les professionnels du champ social, éducatif et thérapeutique. Cette année, nous avons présenté sous une forme de questions peut-être un peu curieuses l'adolescence, à quoi ça sert. Je vais passer rapidement la parole au professeur Marcilly, donc qui, pareil pour ceux qui ne me connaissent pas, est pédopsychiatre et professeur à la faculté de médecine, chef de service psychiatrie infanto-juvénile au CHU de Poitiers. Voilà, donc c'est un voisin. Et il va nous parler de l'état adolescent, miroir de notre société. Je crois que ça correspond à un ouvrage aussi qu'il a publié récemment. Merci Monsieur Guillon. Bonjour à tous, merci d'être là. Désolé de ne pas avoir été présent ce matin. J'ai eu du retard avec le train et à cause des grèves et des travaux sur la voie ferrée. Je vais modifier mon exposé et être politiquement pas correct parce que je vais dire que j'étais sur certains points pas d'accord avec l'orateur précédent. Ce qui n'est pas politiquement correct quand on est sur une estrade. Je vais dire d'abord que je suis d'accord à 95% avec ce qui a été dit concernant on va dire le passage d'une société organisée autour de la verticalité à une société organisée autour de l'horizontalité. Je renverserai ma proposition et je terminerai par l'adolescence. Donc une horizontalité avec toutes les conséquences qu'il a évoquées. Il y a un problème pour moi sur lequel je reviendrai, c'est quand l'orateur précédent, M. Gaillard, articule assez régulièrement la question de l'autorité avec le module de la soumission. Donc la question de l'autorité avec la soumission. Et ça pose un problème majeur pour être clair dans notre tête quand on utilise autorité et soumission. La deuxième chose avec laquelle j'ai un problème, c'est que, d'une manière très intéressante, d'ailleurs M. Gaillard a dit pendant 2-3 minutes, je vais faire le psychanalyste, ou je vais parler psychanalytique. Et il nous a effectivement parlé du sujet scindé, du sujet coupé, de ce sujet désirant qui n'a pas de limite. Et là, il a dit le père et l'ordre symbolique, et la mère et les choses, c'est pareil, c'est le même, c'est la terre, c'est là-bas. Certes, c'est en s'appuyant sur Lacan, mais je pense que définitivement, on ne peut plus penser ça, et on ne peut plus dire ces choses-là. On ne peut pas mettre l'ordre paternel symbolique en haut, et les femmes et les choses en bas. Quoi qu'on pense, c'est quand même en bas, et quoi qu'on dise. Et donc il nous faut trouver une autre organisation parce que, évidemment, c'est Piocès, comme on fonctionne comme ça, c'est le père qui dit la loi, donc le père qui s'approprie le symbolique et le père qui est là. Pourquoi ? Pour séparer la femme de l'enfant, qui évidemment, donc une idée, c'est de rester collés l'un à l'autre dans un inceste libidineux, ineffable. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça se passe. Je pense en revanche effectivement que dans un monde violent, une femme a effectivement, une mère a toute raison d'éviter que son enfant s'éloigne parce qu'il peut lui arriver des avanies à cet enfant en s'éloignant d'elle. De même qu'il peut lui arriver à elle des avanies quand son enfant n'est plus près d'elle, qui la protège. Et qui la protège de quoi ? De la violence et de l'ignominie des hommes. Effectivement, nous sommes dans un monde de pulsion et de violence, qui était le monde, je dirais, de la nature, monde hiérarchiquement organisé. Si nous voulons avoir une définition de l'autorité qui corresponde à notre monde, il faut être cohérent et aller dans tous les secteurs de la vie. Effectivement, comme l'a dit M. Gaillard, nous sommes dans un monde où aujourd'hui, l'égalité est le principe même de la régulation des êtres humains ensemble. Et l'autre élément, c'est effectivement la définition de l'autonomie. Chaque sujet est autonome, ce qui ne veut pas dire qu'il peut faire n'importe quoi, et il n'est plus hétéronome, agi par une loi externe. On dit souvent que l'autorité, il y a une crise de l'autorité. C'est pas vrai, il n'y a pas de crise de l'autorité, sinon on n'en parlerait plus. Il y a en revanche une crise fondamentale de toutes les figures traditionnelles chargées de représenter l'autorité. Toutes les figures traditionnelles chargées de l'autorité étaient des figures hautes qui s'imposaient à l'individu. Donc des figures hétéronomes, on va dire transcendantales, qui s'imposent à l'individu. Si on veut trouver une définition aujourd'hui d'autorité, il faut que ça soit une définition
non plus hétéronome, mais autonome, non plus hiérarchique, mais égalitaire, non plus transcendantale, mais immanente. Immanente qui vient du sujet, égalitaire et autonome. Est-ce qu'on peut trouver une telle définition? Et comment peut-on la trouver? C'est toute la difficulté, je crois, de la réflexion moderne, car ce mot, autorité, qui est, je pense, le régulateur social indispensable. Ce mot, effectivement, il faut qu'on arrive à lui donner une définition qui soit représentable par chacun, pour qu'effectivement on puisse comprendre à quoi on se réfère. Il ne suffit pas de dire horizontale, mais qu'est-ce que c'est que l'autorité? Il ne suffit pas de dire, comme Alain Renaud, de dire l'autorité, c'est la part énigmatique qui transforme le pouvoir en une sorte de surpouvoir qui devient l'autorité. Oui, d'accord. L'autorité, c'est une espèce de sublimé, d'un pouvoir transformé énigmatiquement. Mais cette énigme, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que cette énigme? Qu'est-ce que c'est que l'autonomie, aujourd'hui, des sujets? L'autonomie des sujets, c'est la religion que nous partageons actuellement. La religion laïque qui nous relie Garé. Et de ce point de vue, je suis assez proche d'Hannah Arendt, qui définissait le trépied autorité, tradition, religion. Tradition, c'est le passé. Le tradition fait autorité du seul fait qu'elle est dans le passé. Ça a toujours été comme ça. Jadis, ça n'est plus comme ça. Ce qui fait autorité aujourd'hui, c'est le potentiel de développement. C'est précisément le potentiel de développement individuel sur une trajectoire horizontale. Donc on ne peut plus s'adosser au passé pour soutenir une définition de l'autorité. Les anciens faisaient comme ça, donc les jeunes doivent faire comme ça. C'est plus possible, ça ne fonctionne plus. Et d'autre part, la religion relie Garé. Effectivement, pendant longtemps, l'Europe chrétienne a été reliée par la croyance dans un Dieu qui était au-dessus de nous et qui nous protégeait, de temps en temps, et qu'on implorait quand on était malheureux, qui était au-dessus de nous. Et par ricochets successifs, il y avait le Seigneur, le roi, le chef de famille, et ça fonctionnait hiérarchiquement, verticalement, en pyramide. En pyramide. Toute définition de l'autorité aujourd'hui doit être conforme à notre religion laïque et républicaine, qui est la suivante. Mon corps m'appartient, ma pensée m'appartient, et nul autre que moi-même n'a de droit sur ce corps et cette pensée. Tant qu'on n'a pas mis cette religion au centre de toute définition aujourd'hui de l'autorité, on sera dans une contradiction interne, en vantant les mérites d'une autorité horizontale, mais sans la définir dans son principe même. Mon corps m'appartient, ma pensée m'appartient, et nul autre que moi-même n'a de droit sur ce corps et cette pensée. C'est ça la légitimité de la religion contemporaine. Ce qui ne veut pas dire que j'ai le droit de faire ce que je veux. Simplement, ce que je pense par rapport à moi est légitime. Et donc, effectivement, et mon corps m'appartient, et j'ai le droit, théoriquement, alors évidemment, je sais bien que ça s'arrête au suicide, à certains trucs, mais j'ai le droit, théoriquement, d'en faire ce que je veux. C'est d'ailleurs ce que les adolescents nous disent, quand on les reçoit aux urgences après s'être scarifiés, ils nous disent, j'ai quand même le droit de faire ce que je veux de mon corps. Ils ont parfaitement entendu la leçon qu'on leur a inculquée depuis leur petite enfance. À partir de ce moment-là, quelle pourrait être la définition de l'autorité? Très brièvement, on ne peut définir l'autorité que si on la différencie du pouvoir. Premier point. Deuxième point, on ne peut définir l'autorité qu'à partir de celui à qui elle s'adresse, et non pas à partir de celui qui l'exerce. Chaque fois qu'on veut définir l'autorité à partir de celui qui l'exerce, on confond pouvoir et autorité. Donc il faut partir de celui à qui on s'adresse. Et là, effectivement, il faut différencier la soumission d'un côté, l'obéissance de l'autre. Le pouvoir réclame la soumission. Je crois que l'autorité demande l'obéissance, ce qui n'est pas du tout pareil. La soumission, on ne comprend rien à la soumission si on n'a pas compris qu'il y a deux formes de soumission. La soumission par la force, celle dont a parlé M. Gaillard. Mais il y a une autre forme de soumission, un peu plus subtile, qui existe depuis la nuit des temps, c'est la soumission par la séduction. C'est doucaré, conduire l'autre à soi. C'est-à-dire qu'effectivement, pour imposer à l'autre qu'il fasse ce qu'on veut qu'il fasse, soit on le contraint par la force, soit on l'embobine. C'est les deux stratégies qui existent dans la nature. Le rapport pouvoir-soumission est un rapport naturel. Et le résultat de cela, c'est la possibilité, c'est la révolte. La révolte contre celui qui nous contraint par la force en lui mettant un poignard dans le dos, la violence de la force. La révolte par de la soumission, de la séduction, c'est il nous a eu, je me suis fait avoir, désormais,
je vais l'avoir lui-même et je vais le séduire pour l'embobiner. C'est renvoyer à l'autre les arguments de la séduction. Ce sont deux formes de soumission, mais qu'il est important de comprendre. C'est le rapport naturel, la nature, pouvoir, soumission, révolte. Ça existe partout, toutes les espèces dominantes, etc. Et en revanche, l'ordre culturel, c'est autorité, obéissance, désobéissance. On ne comprend rien à l'autorité si effectivement on adopte la formule d'Hannah Arendt, puisque l'autorité requiert toujours l'obéissance. C'est une phrase vraie et totalement fausse. Le vrai, c'est que l'autorité requiert l'obéissance. Dès l'instant où on considère qu'elle requiert toujours l'obéissance, on est dans l'autoritarisme, la forme la plus dévoyée pendant un siècle, 1850, 1950, de l'autorité. Siècle qui a vu précisément naître la psychanalyse, peut-être du fait de ce dévoiement de l'autorité par l'excès de refoulement qu'elle exigeait. Donc il y a effectivement, je dirais que le siècle 1950 a pesé sur les consciences d'un poids tel que ça a entraîné un refoulement tel que ça a créé les conditions de la découverte de Freud, de la psychanalyse par Freud, qui était un génie, mais qui a effectivement, à cette époque, bénéficié de ce poids massif du refoulement pour mieux en comprendre le fonctionnement de l'inconscient. Eh bien, effectivement, nous sortons de cette situation, parce qu'effectivement, je pense que le paradoxe absolu de l'éducation, c'est d'apprendre à un enfant à obéir, et non pas à se soumettre. D'apprendre à un enfant à obéir, jusqu'à ce point subtil où il pourra s'autoriser à désobéir. On ne peut avoir de liberté que si on a le choix existentiel entre obéir ou désobéir. Malheureusement, pour désobéir, il faut avoir appris à obéir. Sinon, on fait n'importe quoi. C'est l'ambiguïté la plus totale. Et c'est effectivement ce qui va se passer chez les adolescents et de la situation dans laquelle ils sont actuellement. Car effectivement, nous les élevons depuis la naissance, en respectant ce principe autonomique, ton corps t'appartient, ta pensée t'appartient, et tu as le droit de penser ce que tu veux, tu n'as pas le droit de faire ce que tu veux. C'est ça qu'on leur dit à nos enfants. C'est ça que l'éducation nationale leur dit, même si elle n'applique pas toujours les principes. Et qu'effectivement, en tant qu'institution, elle se crispe, et je suis d'accord, avec des espèces de velléités de soumission, surtout au collège, parce qu'ils sont débordés par cette chaudière hormonale que représente le collège. Donc évidemment, là, ils tentent de se reprendre. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il se passe effectivement quelque chose d'important. Je vais donner 5 lignes au niveau de l'adolescence. 5 lignes, les 3 lignes pubertaires et 2 lignes, je dirais, à dimension plus sociale. Les 3 premières lignes, c'est d'abord et avant tout, juste avant l'adolescence. Quelque chose qui est essentiel et sur lequel on passe trop souvent, c'est le passage d'une pensée concrète à une pensée abstraite. Autour du grand enfant, jeune adolescent, effectivement, Piaget lui a bien montré qu'on passait de la pensée concrète, raconte un jour de vacances, à une pensée abstraite, vers 14-15 ans, qu'évoque pour toi la notion de vacances. Vous voyez qu'on passe de la description de la chose, raconte-moi un jour de vacances, au concept de vacances, qu'évoque pour toi l'idée de vacances. En calcul ou en mathématiques, c'est effectivement compare 1 demi et 3 demi, évidemment que 3 demi c'est plus grand qu'un demi. Si je vous dis compare 2 tiers et 3 cinquièmes, là, il y en a un certain nombre qui vont patiner, qui vont attendre de faire une double comparaison. Voilà. Eh bien, pour comparer 2 tiers et 3 cinquièmes, il faut être dans la pensée abstraite. On ne peut pas le faire si on est dans la pensée concrète. Piaget a bien montré que cette pensée nous conduit à 4 opérations essentielles: l'interrogative, la négative, la réciproque et la corrélative. Je vais passer sur l'interrogative, la négative, mais la réciproque. La réciproque, c'est fondamental. C'est pouvoir se décentrer de son point de vue pour adopter le point de vue de l'autre. Évidemment, en termes de théorie de l'esprit, etc., maintenant les neurocognitivistes nous ont montré que c'est essentiel. Ce décentrage de soi pour prendre le point de vue de l'autre est quelque chose de fondamental. Mais, c'est redoutable parce que ça entraîne un effondrement du socle des évidences. Effondrement du socle des évidences. C'est Sophie de Mijola qui a dit ça. Effectivement, à partir du moment où on passe de la pensée concrète à la pensée abstraite, on peut se décentrer et se poser la question, mais au fond, ce que je pense, un autre ne pense pas comme moi, et est-ce que j'ai raison de penser ça? Il n'y a plus d'évidence. Donc effectivement, passer à ce passage, c'est rentrer dans le doute, avec toutes les inquiétudes et les atermoiements que ce doute peut entraîner. Et c'est pour certains pas facile, et c'est d'autant moins facile qu'effectivement l'assise du sujet, ce qu'on appelle vulgairement l'assise narcissique, le socle identitaire, est vulnérable.
Plus le socle identitaire est fissuré, plus le doute est dangereux. Plus le socle identitaire est à peu près bien assuré, plus le doute est assumable. Et c'est bien le problème des adolescents. Parce que la deuxième chose à l'adolescence, passer cette phase qui, je dirais, prépare les conditions physiologiques, les conditions cognitives et physiologiques, prépare les conditions cognitives et physiologiques d'intégration de la deuxième étape. Quelle est la deuxième étape? C'est la transformation pubertaire. C'est effectivement pas de poils, pas d'adolescence. Les poils, début d'adolescence. Très simple. Sortir, c'est plus compliqué que l'adolescence. Il y en a même qui ne sortent jamais. Ce qui est d'ailleurs un progrès culturel important. Il ne faut jamais sortir de l'adolescence aujourd'hui. Il faut rester des adolescents éternels. Je vous expliquerai peut-être pourquoi. Donc, l'entrée dans l'adolescence, la puberté. Qu'est-ce que c'est que la puberté? C'est d'abord et avant tout une transformation morphologique du corps. Taille, grande taille, apparition de la poitrine, les fesses, les épaules, etc., etc. La voix qui mue, etc., etc. La puberté est une attaque en règle contre le sentiment d'identité. Comment garder un sentiment d'identité dans un corps qui change? Eh bien, effectivement, on ne peut garder un sentiment d'identité que dans un corps qui change que si on a l'illusion de la mêmeté, pour paraphraser Ricoeur, l'illusion de sa stabilité existentielle, ce que Winnicott a appelé l'illusion de la continuité existentielle. Hier, je suis comme aujourd'hui, et demain, je serai comme aujourd'hui. Et pour un adolescent pubère, 3 mois, 6 mois, c'est une éternité, c'est une transformation considérable. Donc l'illusion de la continuité existentielle, c'est le socle identitaire narcissique. Je reviens là, plus le socle est fissuré, plus évidemment la puberté est une attaque en règle contre le socle identitaire et contre le sentiment de mêmeté, et donc devient quelque chose de dangereux. Rajoutez ça avec les difficultés cognitives, vous voyez le résultat. Effectivement, le troisième élément est fondamental, qui va lier les deux autres. À ce puberté et cette transformation morphologique du corps, il faut rajouter ensuite l'émergence de la sexualité. L'émergence de la sexualité, je vous signale que donc, sexualité en latin, ça vient de secare, qui veut dire couper. Nous sommes d'abord et avant tout coupés par notre propre sexualité. À partir du moment où notre sexualité arrive à la maturité, sexualité de l'adulte, du jeune, de l'adolescent, et bien évidemment, nous ne pouvons plus être ni un homme ni une femme, ni à la fois un homme et une femme, et nous ne pouvons être que et seulement que un homme, ou que et seulement que une femme. Castration qui concerne tous les sexes. La toute-puissance infantile, la bisexualité potentielle, l'adolescent doit y renoncer. Et c'est d'autant plus emmerdant pour lui que c'est son corps qui le lui dit, et c'est pas lui qui le décide. Donc le corps et la puberté met l'adolescent dans une position de passivité face à sa transformation. Et cette passivisation est douloureuse pour l'adolescent, alors qu'on ne cesse de lui dire que lui, il va devenir autonome, etc. Et qu'il fait l'expérience inverse. Et il fait d'autant plus l'expérience inverse qu'arrivé à la sexualité aujourd'hui, eh bien effectivement, Elodie Malo, une de mes anciennes élèves qui est en face de moi, qui me plaît beaucoup, aujourd'hui j'ai un grand désir pour elle et je vais lui sauter dessus. Eh ben non, je peux plus. Bien qu'étant le patron, je peux plus faire ça. Il faut qu'aujourd'hui, j'attende qu'elle soit d'accord avec moi pour effectivement qu'on puisse sortir ensemble. Excusez-moi, Elodie. Vous ne vous remettrez pas au deuxième rang. Eh bien oui, aujourd'hui, les hommes, les mâles, parce qu'ils ont un désir, ne peuvent plus l'assumer en sautant sur la première femelle venue. Il faut qu'ils demandent à cette femme si elle est d'accord, et il faut qu'ils lui demandent s'il y a une réciprocité des désirs. Arrivé à l'adolescence, avec la sexualité, l'adolescent fait la cruelle expérience de l'altérité du désir. Le désir de l'autre restera toujours pour nous une énigme et un inconnu. Et il faut pourtant, dans une relation amoureuse et sexuelle, que ces deux désirs s'accordent. Et effectivement, aujourd'hui, dans l'égalité, eh bien, il faut respecter la décision de l'autre et le désir de l'autre. C'est pas parce que moi, j'ai envie, que mon envie doit s'imposer à toi. Hein, il suffit que je sois gentil, que je sois aimable, et donc, comme je suis gentil et comme je suis aimable, tu dois faire ce que j'ai envie. Voilà. Et ben non, certains adolescents sont comme ça. Donc, effectivement, dans notre monde actuel, la réciprocité, en particulier au niveau de la sexualité, est un élément fondamental qui introduit l'adolescent dans la solitude et dans quelque chose qui est terrible, qui est introduit dans la dépendance au désir de l'autre. Devenir adolescent, c'est rentrer dans la dépendance affective. C'est-à-dire que c'est le contraire de ce qu'on leur raconte. Et donc effectivement, ils ne supportent pas cette tromperie.
Et effectivement, ils ont une espèce de sentiment de malaise avec, comme disent le monde éducatif, ils sont en souffrance. Eh bien oui, sufférer, souffrir, attendre. Une lettre en souffrance, c'est une lettre en attente. Tout adolescent est en souffrance d'être un adulte ou d'avoir enfin son complément. Donc cette attente est douloureuse et bien sûr, dans notre société, et c'est là que je vais arriver aux deux autres éléments, dans notre société, attendre n'a plus de sens. Attendre, effectivement, est devenu une stupidité, alors qu'on peut, et quand on a les choses tout de suite, vaut mieux en jouir plutôt que de risquer de ne pas les avoir demain. Donc attendre n'a plus aucune signification symbolique dans une société de consommation. Et effectivement, les adolescents sont piégés par ce que j'appelle la séduction de notre société. Notre société est une société de la séduction permanente, avec en particulier tous les objets, les techniques de communication, etc. Et ils sont littéralement aspirés du dehors et vidés du dedans. Avec une grande difficulté pour les adolescents, c'est de fermer les yeux, de se débrancher et d'ouvrir leur espace de réflexion. Car c'est dans leur espace de réflexion que précisément, peut-être quelque chose de leur autorité interne pourra revenir. Mais on dirait que toute la société ne fait que les aspirer à l'extérieur. Et je dirais que s'il y a une éthique éducative parentale, c'est l'éthique du débranchement. Apprendre à chacun à se débrancher. Au moins pour un temps transitoire. Et de profiter de ce temps de débranchement pour être dans un temps de réflexion, c'est-à-dire retourner sur soi les flèches de la pensée. Le dernier point qui met l'adolescent dans une situation difficile, c'est qu'au nom de cette autonomie sociale, alors effectivement, il y a une très grande dépendance affective, en même temps qu'on accorde à l'adolescent un espace d'autonomie sociale plus grand. Au nom de cette autonomie sociale, on lui dit qu'il a le choix. Et qu'il a le choix de son métier, j'ai même envie de dire maintenant presque le choix de sa sexualité, hétérosexuel, qui est d'une banalité consternante, homosexuel, qui est quand même un peu plus intéressant, bisexuel, qui est franchement bien, moderne, etc., etc. Donc il a le choix de son métier, le choix de ses loisirs, le choix de ses hobbies, le choix de son partenaire, le choix de sa sexualité. Et ce choix ne dépend que de lui dit-on. Alors même qu'il ne sait pas encore très bien qui il est. Donc effectivement, beaucoup d'adolescents aujourd'hui sont angoissés par l'idée du choix, parce que tout choix implique des renoncements. Tout choix implique de renoncer à ce qu'on n'a pas choisi. Et tout choix implique d'assumer la responsabilité de ce qu'on a choisi. Donc double tâche, la responsabilité de ce qu'on a choisi et l'angoisse de perdre ce qu'on n'a pas choisi. Et au coup aujourd'hui, des difficultés de beaucoup d'adolescents, c'est d'être dans cette difficulté de choix face au monde dans lequel ils sont. Voilà ce qu'est l'entrée dans l'adolescence et ce que sont les conflits que ressentent aujourd'hui les adolescents par rapport à eux-mêmes. Car finalement, les conflits parents-adolescents ont bien diminué. Il y a encore un peu de conflits autour du travail scolaire, mais il n'y a plus aucun conflit autour de la taille des cheveux, autour de la couleur du roulage à lèvres, ou du rouge à ongles, etc., etc. Certes, quand ils exercent un peu trop de leur fantaisie, des piercings un peu trop fantaisistes, ou un tatouage un peu trop exhibé, il y a encore quelques parents qui renaclent un peu, mais ils ont honte de renacler, comme s'ils apparaissaient comme des parents ringards. Donc l'adolescent possède son corps, d'ailleurs il en fait ce qu'il veut, donc il se tatoue, il se perce comme il l'entend, c'est sa manière à lui de bien montrer que son corps lui appartient. Les parents acceptent cette idée, plus ou moins cette idée-là. Il reste encore un peu de zone de conflit autour du travail scolaire, qui reste un peu, surtout chez les jeunes adolescents, une zone des conflits. Mais dans tous les autres secteurs, c'est plus des conflits psychiques internes et des butées sur, justement, la dépendance au désir de l'autre, de tout ce que j'ai dit. Alors je reviens à ce que j'ai initialement évoqué, l'autorité. Comment peut-on définir aujourd'hui l'autorité si, effectivement, on veut bien la différencier du pouvoir et de la soumission? Eh bien, je ne vais pas entrer dans les détails, vous trouverez ça dans ce que j'ai écrit sur l'enfant chef de la famille, sur le règne de la séduction, etc. L'autorité aujourd'hui, la seule définition qui convienne à la croyance et la religion contemporaine, c'est celle-ci. Celui qui est en situation de pouvoir, accepte de se frustrer de la jouissance
d'exercer la contrainte sur l'autre, soit par la force, soit par la séduction. Et accorde à celui à qui il s'adresse le temps de sa propre détermination. Et l'autorité, c'est la reconnaissance par celui qui est en position basse de n'avoir été contraint ni par la force, ni par la séduction. Alors même que l'autre en avait la possibilité. Et c'est là donc, c'est une reconnaissance. Et il va reconnaître chez cette personne cette capacité de retenue et le grandir d'une notion d'autorité. La seule chose effectivement essentielle, c'est que cette capacité de retenue de celui qui est en position de pouvoir, elle n'est pas naturelle. L'autorité, l'obéissance, c'est un principe culturel qui n'a rien à voir avec la nature. Je dirais même que c'est un principe antipulsionnel. C'est peut-être la raison pour laquelle les psychanalystes ont une certaine difficulté avec ce concept. C'est un principe antipulsionnel qui implique de se retenir de cette jouissance, d'exercer le pouvoir, soit par la force, soit par la séduction. Et d'où peut venir ce principe de retenue d'une seule chose? Effectivement, ça a été évoqué, d'une seule chose. C'est que lorsque ce sujet qui a le pouvoir était jadis dans un état de vulnérabilité, on n'a pas abusé de sa vulnérabilité et on l'a respecté dans son état de vulnérabilité. Chaque fois qu'on abuse de la faiblesse d'un autre, on apprend à cet autre que le pouvoir sera le seul recours quand il se sortira de cette position de vulnérabilité. C'est peut-être la raison d'ailleurs pour laquelle les hommes ne comprennent la vulnérabilité de l'autre que quand ils se dégagent un peu du fantasme de toute puissance du jeune adulte. Les femmes, peut-être parce qu'elles sont quand même un peu plus vulnérables que les hommes, ont peut-être ce double sentiment de vulnérabilité du fait de leur enfance et du fait de leur statut de femme. Et je dirais que maintenant, globalement, les femmes s'en sortent peut-être un petit peu mieux dans la relation d'autorité avec leurs enfants que les hommes. Dans la relation d'autorité démocratique contemporaine, c'est-à-dire cette capacité à se frustrer de la relation de pouvoir, soit par la force, soit par la séduction. J'insiste dans les deux termes. La situation dans laquelle vous êtes en tant que professionnel de l'enfance ou de l'éducateur, c'est extrêmement simple. Aujourd'hui, toutes les manifestations de pouvoir par la force que beaucoup de personnes assimilaient à l'autorité, mais qui n'étaient pas de l'autorité, qui étaient simplement du pouvoir par la force, toutes ces manifestations de pouvoir par la force ont été disqualifiées et quasi judiciarisées. Ce qui me paraît plutôt une bonne chose. Je condamne avec la plus ferme intention toute manifestation de soumission par la force chez un enfant. On n'élève pas un enfant en le rabaissant, en le soumettant. Donc la plupart des gens qui confondaient autorité et pouvoir et exercice de la force, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont massivement retournés du côté de la séduction. La séduction étant aujourd'hui la manière pour obtenir d'un enfant qu'il fasse ce qu'on veut qu'il fasse. Et effectivement, je dirais qu'aujourd'hui, l'éducation est en grande partie dans un rapport de séduction. C'est du carré conduire à soi. Ou l'autre étymologie, c'est du carré conduire à l'écart. Quel est l'opposé de c'est du carré, de séduction? Bon, c'est très simple. Ex du carré, conduire à l'extérieur. Éducation. Ex du carré. Éducation. Donc dès qu'on est dans un rapport de séduction, on est dans le contraire de l'éducation. Donc effectivement aujourd'hui, je dirais qu'on est dans un âge d'une éducation par la séduction presque généralisée. Avec un problème majeur pour les professionnels du soin. Chaque fois qu'on est dans un rapport de soumission par la force, l'enfant évidemment, quand il est contraint par la force, il a peur, il baisse les yeux, il est terrorisé, il est inhibé, il est replié, il refoule tout, il est névrosé, il fout la paix. Bon, de temps en temps il a des cauchemars, de temps en temps il a quelques petits tics, globalement il pisse un peu au lit, mais il fout la paix. Il est sage, il ne bouge pas. Quand effectivement l'enfant est élevé dans un rapport de séduction, il est élevé presque à la hauteur de l'adulte, et effectivement il y a cette espèce de pseudo-maturité du petit bambin de 18 mois, 2 ans, jusqu'à 4-5 ans, qui se met d'emblée comme ça, dans une position adultomorphe, et qui a l'air épanoui. Sauf que, à mesure qu'il va rencontrer la vie sociale, il ne comprendra pas, et effectivement il aura beaucoup de difficultés à comprendre que par exemple, son désir s'arrête là où le désir de l'autre commence, qu'il y a des butées dans les choses. Et qu'il va le rendre malheureux à 2 moments, effectivement, la rencontre sociale, entrer un peu à l'école maternelle, mais surtout à la grande école, et l'adolescence. L'adolescence, quand évidemment, ses propres pulsions vont le sortir de lui-même pour aller le mener vers l'autre.
Et si là, le jeune n'a pas cette autorité sur ses pulsions, c'est-à-dire la capacité à se retenir, eh bien effectivement, il risque de déraper. Il lui faut donc avoir ces modèles d'autorité, où il a eu, quand il était vulnérable, des gens qui étaient en position de pouvoir et qui se sont frustrés de cette capacité. Et c'est cette intériorisation de la capacité de frustration et de retenue qui effectivement fonde, je dirais, l'autorité. Je dis fondamentalement rien de très nouveau, parce que il y a 40 ans, quand un père avait de l'autorité, qu'est-ce qu'on disait de ce père? Toujours la même phrase. On disait, ce père, il a de l'autorité, et pourtant, il n'en abuse pas. Alors que l'autre, celui-là, qui était tout le temps en train de gueuler, on disait, il est autoritaire. À la seconde même où un père veut incarner l'autorité, ou quelqu'un veut incarner l'autorité, qu'il veut se l'approprier, il devient autoritaire. Il est une caricature hétéronomique d'autorité, quelque chose qui s'impose de l'extérieur. Et avoir de l'autorité, c'est d'abord être capable de se frustrer, effectivement, de cette jouissance et de se retenir soi-même. Raison pour laquelle d'ailleurs je vais m'arrêter, malgré toute la jouissance que j'ai à vous parler. Je vous remercie.